D'abord, on va commencer par le prix du pétrole. Pensez-vous que cet effondrement du cours de pétrole est une simple conséquence de l'épidémie de coronavirus? Oh oui, l'épidémie n'était qu'un détonateur de cette crise de prix du pétrole. En fait, parce que la Chine a été impliquée dans cette épidémie, donc dans cette crise de santé publique, donc il y a beaucoup moins de demandes en termes d'énergie, alors que la Chine était le premier importateur de pétrole. Au mois de janvier et février, il y a peu de bateaux chinois qui allaient au Moyen-Orient pour importer du pétrole. Ce qui fait que la plus grande demande du monde manquait et il y a une tendance de la baisse du prix du pétrole. Pour arrêter la chute du prix du pétrole, les pays de l'OPEP, donc l'organisation exportateurs des pays producteurs de pétrole, et ils ont commencé à négocier avec la Russie, un autre exportateur de pétrole, pour essayer d'arriver à une limitation de production afin d'arrêter la chute des prix du pétrole. Ils ont engagé une négociation, mais malheureusement, la négociation est arrivée à une impasse. La rivalité entre la Russie et l'Arabie Saoudite, bien sûr, avec d'autres pays producteurs de pétrole, ils commencent à produire et à vendre beaucoup plus de pétrole sur le marché, ce qui aboutit à une baisse sensible du prix du pétrole sur le marché. Et en effet, vous avez dit lors d'une interview précédente qu'il y a un risque que cette chute va déclencher l'effondrement du marché boursier américain. Pouvez-vous nous expliquer davantage? Oui, cette chute de marché, ou cette chute du prix du pétrole, aurait un impact important sur le marché financier américain. En 2008, après la crise financière, le prix du pétrole avait monté jusqu'à 180 $ le baril. Et pendant longtemps, le prix de pétrole était autour de 100 $, ce qui a permis à ces entreprises de gagner beaucoup d'argent en exploitant le gaz et le pétrole du schiste. Mais lorsque le prix du pétrole est tombé, comme cette fois-ci, jusqu'à 20 $ ou 30 $ par baril, et bien sûr, ces entreprises exploitant le gaz ou le pétrole de schiste ne peuvent plus subsister parce qu'ils ne peuvent pas concurrencer avec le prix de baril de 20 $ ou de 30 $. Donc, dans ce cas-là, beaucoup d'entreprises sont condamnées à faire faillite. Les junk bonds de ces entreprises exploitant gaz et pétrole du schiste risquent d'être le même sort ou d'avoir le même sort que le subprime. Et on voit que cette semaine, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine ont tous avancé des mesures pour soutenir l'économie. Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes? Oui, la Fed a promis d'acheter sans limite des bons de trésor ou des emprunts sur le marché, ce qui est un signal un peu dangereux. La Fed, c'est la Banque centrale américaine. Lorsqu'une banque centrale commence à acheter des titres, surtout des bons de trésor, etc., qu'est-ce que cela veut dire? Dans les manuels économiques, on vous apprend que si une banque centrale commence à acheter des dettes de l'État ou des dettes d'entreprise, etc., ça s'appelle faire fonctionner la planche à billets. Le grand risque, c'est que cela va provoquer une inflation débridée. Cette fois-ci, elle promet d'acheter sans limite les emprunts. Cela crée un grand risque moral, moral hazard en anglais. Bien, le risque moral veut dire tout simplement que dans ce cas-là, le marché ne joue plus aucun rôle. C'est la Banque centrale qui reprend tous les emprunts du marché.
Mais c'est un très grand risque parce que le marché perd toutes ses fonctions. Lorsque le marché est en mode panique, eh bien, même si la Banque centrale promet de fournir de liquidités sans limite, et les investisseurs ont peur, ils n'osent pas y entrer. Le marché commence à rebondir un petit peu grâce à une information du gouvernement américain. C'est que le gouvernement Trump promet d'utiliser la politique fiscale, une espèce de plan de relance, mais cette bonne nouvelle n'a duré qu'un court moment. Parce que d'après la dernière nouvelle, le Sénat américain n'aurait pas approuvé cette proposition d'investir plus de 2000 milliards de dollars dans le marché pour essayer de soutenir la croissance. Et si le plan de relance, c'est-à-dire une politique fiscale plus efficace, ne pouvait pas être mise en application, alors la bourse américaine serait condamnée probablement à chuter encore dans l'avenir. Et aujourd'hui, selon vous, quelles sont les répercussions de ces fluctuations internationales sur le marché financier chinois? Je pense qu'il y a des réactions à court terme et des conséquences à moyen et à long terme. À court terme, la réaction était négative. Mais lorsque la bourse de New York a eu plusieurs fois de chute, eh bien, en Chine, à moyen terme, il y a même un rebond de la bourse de Shanghai. Parce que la Chine est en train de sortir de cette crise de santé publique, alors que les autres pays sont plongés dans la crise. Donc la Chine, en quelque sorte, est devenue une espèce de refuge. C'est pour ça que de plus en plus de capitaux affluent maintenant vers le marché chinois, soutenant le cours de la bourse de Shanghai, mais en même temps, si vous regardez le cours de la monnaie chinoise, le cours de renminbi dans les marchés offshore, il y a une réévaluation de la monnaie chinoise remarquable à Londres, à Francfort, etc., etc. Cela montre que finalement, la Chine est en train de devenir, au milieu de la crise, une espèce de refuge pour les investissements étrangers. Et cela va probablement durer un certain temps si le panique ne s'arrête pas sur la bourse de New York.